665e journal de bord, bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour Laurent. Il n'a été question que de Jean-Luc Mélenchon depuis quelques jours à cause des déclarations qu'il a faites après le très grave incident qui s'est produit dans les rues de Paris avec des policiers qui tirent pour interrompre la course d'un automobiliste qui refusait d'obtempérer, comme on dit. Sa passagère a été tuée, lui-même a été moins gravement blessé. Le casier judiciaire de ce personnage est chargé, mais ça, les policiers ne pouvaient pas le savoir. Qu'est-ce que vous inspire cette phrase de M. Mélenchon « La police tue » ? Je pense que c'est une phrase qui est volontairement provocatrice et qui ouvre des débats qui permettent à M. Mélenchon de paraître de façon brillante comme peut l'être quelquefois le tribun de la pègre qu'il est. Et cela étant, l'incident dont il est question ne doit pas laisser tout à fait indifférent. Et je souhaite pour ma part y avoir le plus rapidement possible des éclaircissements, parce que la police doit être soutenue et nous le faisons de façon systématique et régulière, mais la police n'est pas non plus tout. Elle est un des éléments de la République, de la démocratie. Et elle ne doit pas dépasser son rôle. Or, dans cet incident, il y a quelque chose qui m'a un peu frappé. C'est que, généralement, quand il y a un refus d'obtempérer, avec une volonté d'agression contre un membre des forces de l'ordre, celui-ci est justifié à éventuellement tirer avec son arme de service. Or là, il y a 3 policiers qui ont tiré en même temps plusieurs balles sur un véhicule, provoquant la mort d'une des passagères et la blessure du conducteur. Et c'est un incident que je trouve grave. Mais la manière dont M. Mélenchon en a parlé était volontairement, je crois, scandaleuse. On a vu pendant la campagne présidentielle une proposition, Éric Zemmour, Marine Le Pen, pour donner à la police une sorte de présomption de légitime défense. Autrement dit, lorsqu'un policier est impliqué dans un fait du même genre, on part de l'idée qu'il s'est défendu légitimement parce qu'il était en situation de légitime défense. En tout cas, ce serait le point de vue initial de toute enquête. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure ? Oui, je n'y suis pas hostile, mais je me méfie toujours des législations qui sont élaborées dans certaines circonstances favorables. Dans le fond, c'est vrai, la police française ne représente pas une menace pour la démocratie, c'est vrai, mais ça n'est pas toujours le cas, et ça pourrait ne pas l'être. Parce qu'il faut toujours se méfier, quand on légifère, qu'on le fait pour l'avenir, et par conséquent, être très prudent avant de toucher à l'équilibre des choses. Et vous êtes arrivé de subir vous-même une hostilité sur commande de la police ou des autorités de gendarmerie, parce que le pouvoir politique donnait des instructions dans ce sens. Ça peut arriver aussi. Moi, j'ai même été blessé boulevard Saint-Michel, avec des points de suture à la suite de coups de matraque, alors que j'avais mon écharpe de député et que nous étions une poignée à remonter le boulevard Saint-Michel en poussant quelques slogans à la suite de l'interdiction de notre manifestation à la mutualité. Voilà, il faut toujours se méfier tout de même de garder les équilibres de la société et de l'État et ne pas les modifier au fur et à mesure des événements. On se souvient peut-être des images de votre face-à-face en Corse avec un commandant de CRS qui, au lieu de protéger votre manifestation, vous empêchait d'y accéder. C'est vrai. J'ai eu, c'est vrai, pas mal de problèmes. Étant dans l'opposition depuis pratiquement toujours, j'ai toujours été dans l'opposition. Donc j'ai généralement été plutôt vu de façon relativement hostile par les forces de l'ordre, qui étaient aux ordres, c'est le cas de le dire, des gens du pouvoir.
Cela dit, il y a dans notre pays presque quotidiennement maintenant ce que l'on appelle des faits divers extrêmement violents. Il n'y a pratiquement pas un jour où il ne se passe pas quelque chose de grave dans ce domaine. Agression, règlement de compte, agression gratuite contre des gens qui passaient par là au mauvais moment. Il est possible aussi que cette montée des tensions venant du pays lui-même, et dont les causes sont relativement évidentes, en tout cas on trouve des liens avec l'immigration incontrôlée, avec des implantations qui ressemblent à des parties de l'étranger installées sur notre territoire. Bon, tout cela provoque aussi, en réaction, une attitude policière qui est plus méfiante. C'est vrai, on assiste tout de même à un affaissement de toutes les parties constitutives de la société, de l'État. Toujours l'à peu près, un petit peu, on essaye de modérer dans le langage l'évolution négative des événements. Mais il est certain que nous sommes en situation de régression, de décadence, et que cette décadence touche l'ensemble des institutions et l'ensemble des corps constituant la nation. Vous avez vu que le président de la République, et avant de parler des élections législatives des prochains jours, veut créer un Conseil national de la refondation, soi-disant, pour essayer de faire obstacle à cette décadence que vous ressentez. Mais nous avons les institutions. Il y a l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil économique et social, des tas d'organismes et d'agences diverses qui, en principe, ont ce rôle-là. Tout à fait. La démocratie représentative est dans notre pays particulièrement bien servie par tout un ensemble d'institutions. Et c'est le rôle des députés, des sénateurs, des conseillers divers d'exprimer l'opinion des citoyens. Et quand le gouvernement se croit obligé de créer une institution nouvelle, il y a là, à mon avis, l'aveu d'une faiblesse intrinsèque et grave. Et constituer ainsi comme ça des conseils divers, dont on ne connaît pas d'ailleurs la vérité, la Constitution, ni qui les dirige. On parle de citoyens tirés au sort parmi eux. Plus tirés au sort. Après tout, on peut tout faire tirer au sort, dans le fond. Ce serait dans une démocratie ouverte, c'est le cas de le dire. Non, il faut se méfier beaucoup de la modification des institutions en période de crise. Et l'institution de conseil ou d'organisation nouvelle me paraît critiquable et en particulier constitue une critique évidente des institutions elles-mêmes, des institutions républicaines, qui sont, elles, chargées justement d'assurer la représentation des citoyens français. Alors si on peut se permettre de le dire, le président de la République nous a déjà fait le coup. On l'a vu après la crise des Gilets jaunes, ce qu'il a appelé les grands débats itinérants, comme ça, avec des interventions de nombreuses heures, des questions préparées par son équipe et posées par des personnes qui sont plus des intermittents du spectacle, même élus, que de véritables citoyens engagés et qui posent de vraies questions. Il s'est passé la même chose avec les cahiers de doléances qui pourrissent dans les caves des préfectures et ainsi de suite. Autrement dit, on est tout de même dans une forme de mise en scène coutumière pour le président de la République. Oui, mais c'est l'aveu d'une décadence reconnue en quelque sorte par les pouvoirs publics et qui n'est pas combattue et qui est accompagnée en quelque sorte de façon complaisante. Alors, est-ce que le prix à payer de tout cela, ce n'est pas l'abstention de masse qu'on voit se dessiner, y compris pour une élection extrêmement importante, les législatives de dimanche prochain et du dimanche suivant? C'est le grand risque. Et pour ma part, j'appelle tous les gens qui ont une certaine confiance en mes dires à se mobiliser et à mobiliser autour d'eux les citoyens pour qu'ils votent le plus massivement possible à cette élection législative qui, sans cela, risque de passer comme en quelque sorte, un souffle d'air dont on ne mesure pas tout à fait les conséquences. C'est une élection très importante et par conséquent, je demande instamment à tous nos amis
de faire l'effort d'aller voter, et de voter bien sûr pour le Rassemblement national ou son candidat. Et je crois, des candidats partout, et il faut les soutenir et les encourager. Alors vous avez déploré qu'il n'y ait pas, comme chez les autres, après tout, Mélenchon a réussi à rassembler un certain nombre de forces qui sont des forces de gauche. Il y est arrivé. Le président de la République est aussi à la tête d'une coalition. Nous sommes seuls. Bon, les Républicains, effectivement, existent. Ils ont une implantation locale qui n'est pas négligeable, même s'ils sont donnés fortement à la baisse dans les résultats par les enquêtes d'opinion. Nous, il y aura aussi une division, puisqu'il y a les candidats de reconquête dans 550 circonscriptions. Si par hasard, quelqu'un comme Éric Zemmour était élu, ce ne serait pas une catastrophe pour Marine Le Pen. Ah non, au contraire. Je pense que nous avons intérêt les uns et les autres à ce que le maximum des gens qui sont nos amis, même s'ils ne sont pas dans les mêmes mouvements que nous, les amis de la France, soient des porte-parole de la rénovation et de la résurrection nécessaire du pays, faute de quoi nous allons glisser calmement aux abîmes. Alors un petit mot maintenant de l'Ukraine, si vous le voulez bien. Une phrase du président de la République semble avoir trouvé un écho négatif en Ukraine, auprès du gouvernement et de son président. Le président Macron a dit qu'il ne fallait pas, dans les différentes démarches qui sont en cours, notamment diplomatiques, qu'il ne fallait pas, ou même militaires, humilier la Russie. Riposte du gouvernement ukrainien à l'adresse du président Macron en lui disant « En disant cela, c'est la France que vous humiliez ». Je dois dire que l'emploi de cette formule qui se veut diplomatique et qui ne l'est pas, me paraît surprenant. Ce genre de conseil qui est donné de ne pas humilier un autre pays, ce sont les dispositions de la politique que l'on mène qui humilient ou qui, au contraire, justifient ou exaltent. Ça ne sont pas des dires de président ni des jugements portés comme ça dans le vent. Alors il semble qu'on s'oriente vers une guerre plutôt longue. La soi-disant guerre éclair envisagée par les Russes au démarrage de cette opération militaire s'est enlisée rapidement et maintenant tout se concentre sur le Donbass. Il est question de permettre l'ouverture de couloirs humanitaires maritimes de façon à ce que les exportations de blé, en particulier ukrainien, ne soient pas interrompues, avec toutes les conséquences si c'était interrompu, pour notamment de nombreux pays d'Afrique qui ont un besoin absolument vital de ces approvisionnements. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, il y a en Ukraine une guerre qui ne se ralentit pas et qui ne se soutient pas uniquement par des mots. En fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'affrontement d'une guerre russo-américaine, en fait, qui ne dit pas son nom, car les Américains sont derrière toutes les opérations, soit de soutien à la politique qui est menée par le gouvernement ukrainien, et d'autre part, les Russes eux-mêmes ont leurs propres positions et leurs propres alliés. Et cette situation évolue, à mon avis, de manière grave, s'aggrave de jour en jour et laisse peser l'ombre, la menace de la Troisième Guerre mondiale. Et dans ce sens, on peut et on se doit d'être prudent dans les jugements que l'on porte sur l'évolution de ces événements. Et pour notre part, nous ne pouvons que souhaiter, bien sûr, la paix, mais la paix ne se décrète pas. Elle est la conséquence de la victoire de l'un ou de l'autre. Or, cette victoire ne s'est pas encore dessinée de façon claire. Vous avez remarqué que le simple fait d'essayer de comprendre quel peut être le point de vue russe vous met presque au banc des sociétés des pays de l'OTAN en tout cas. La moindre allusion au fait que peut-être il y aurait des explications du point de vue du gouvernement russe vous fait immédiatement rejeter. Oui, absolument. Absolument. Autrement dit, les camps sont...
Les camps se sont faits déjà, sont en train de se faire, et ils procèdent l'un par rapport aux autres dans une attitude ennemie. Et en effet, celui qui ne se rangera pas dans le bon camp sera dénoncé comme non seulement comme un adversaire, mais comme un ennemi. Et cela, c'est, me semble-t-il, l'évolution probable de ce problème, et c'est ce qui permet d'exprimer des craintes sérieuses. Alors, on peut redouter d'être porteur soi-même d'idées minoritaires. Je vais faire allusion maintenant à un de vos amis qui est disparu il y a quelques mois maintenant, Stéphane Blett. Stéphane Blett était un immense pianiste reconnu internationalement, qui avait des positions que l'on peut qualifier de divergentes et dissidentes par rapport à la doxa. Et les éditions Contre-Culture publient aujourd'hui, cette semaine, des entretiens qui sont qualifiés d'entretiens posthumes, puisqu'ils n'ont pas été diffusés de son vivant. Bien sûr. Alors, c'est un livre qui vient d'arriver, vous ne l'avez pas encore lu. On ne peut être ému que par le souvenir de notre ami Blett, pianiste d'immense talent, et qui a mis fin à ses jours dans une démarche que moi je continue à trouver étonnante quand même, mais cela dit, j'en profite pour féliciter chaleureusement Soral des éditions qu'il produit et des ouvrages qu'il sort, et qui sont presque tous remarquables. Alors nous en avons reçu plusieurs, peut-être qu'on les égrènera au cours des prochains blogs, oui, en fonction de l'actualité. Enfin, ayons une pensée émue pour notre ami, pour l'âme de notre ami Blett, hélas, pas disparu. Merci Jean-Marie Le Pen. À la semaine prochaine avec une particularité, ce sera le 666e journal de bord de Jean-Marie Le Pen. 666 est un chiffre connoté, comme on dit. Oui, diabolique. Diabolique. Alors est-ce que ça convient au diable de la République, comme on a souvent dit? Ça ne me fait pas peur. À la semaine prochaine, Jean-Marie Le Pen. Au revoir.